tout le monde, hein, à tour de rôle, quoi. De toute façon, quoi, on va faire tout collectif, un peu, non? Oui. Alors, première question. Moi, j'ai une question sur la référence à Bulgakov. Récit d'un jeune médecin dans le film. Je connaissais plutôt ce titre, Carnet d'un jeune médecin. C'est plutôt une référence à vous-même plutôt qu'à Werner, en fait, parce que le médecin qui devient l'écrivain, c'est Bulgakov, alors que dans le bouquin, c'est plutôt le médecin, c'est Bulgakov lui-même qui devient morphinomane, hein, donc ça part plutôt de vous, en fait. De devenir morphinomane, vous voulez dire? De devenir écrivain. Oui, en tout cas, c'est une référence un peu floue. C'est-à-dire que c'est une référence. C'est un livre déjà moi qui m'a marqué, que j'aime énormément, ce livre de Bulgakov. Évidemment, le médecin qui devient écrivain, ça c'est Bulgakov. Oui, ça fait partie des exemples. Il y en a d'autres, hein, de médecins qui ont aussi un parcours artistique ou une autre carrière. C'est le cas de Tchekhov, c'est le cas de Céline, c'est le cas de quelques écrivains majeurs, auxquels je ne me compare pas du tout, évidemment. Je ne suis pas écrivain, moi-même, d'ailleurs. Mais après, j'aimais bien la petite pirouette qu'il y avait dans le jeu entre Werner et Nathalie Delésia, sur l'idée de l'apprentissage de la médecine qui est présente dans le livre, quoi. Et justement, vous, devenir réalisateur quand on est médecin, c'est peu banal. Écrivain, on comprend un peu plus facilement, mais réalisateur, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Médecine, c'est pareil. Comment ça a germé à vous et comment ça a germé en vous et comment ça s'est fait pratiquement pour vous? Déjà, premièrement, peut-être que Tchekhov aurait fait du cinéma si le cinéma avait existé, ça on ne sait pas. Je sais pas, non, écrivain, réalisateur, je pense pas que l'un soit moins compatible que l'autre avec la médecine. Ce qui s'est passé, moi, c'est simple, c'est que j'ai toujours voulu, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours été attiré par l'envie de mettre en scène, de réaliser, de faire des films. Mais je voyais pas très bien quel parcours scolaire pouvait mener à ça. Et comme j'ai pas du tout de gens dans ma famille, dans les milieux artistiques, et encore moins dans le cinéma, je savais pas trop, donc je me suis lancé dans ces études de médecine qui me plaisaient, qui m'excitaient, que je trouvais intéressantes. J'ai un père médecin, donc j'avais un modèle comme ça. Et même si mon père est le seul médecin de la famille, je viens plutôt d'une famille de profs. Et puis, donc voilà, j'ai embrassé ces études de médecine, mais l'avantage des études de médecine, c'est qu'elles sont quasiment les seules études universitaires professionnalisantes. Donc on apprend un métier, c'est la grande chance. On apprend un métier, il y a des stages qui s'offrent à nous, on gagne notre vie au bout de quelques années, pas très bien, mais un petit peu, etc. Donc ça laisse quand même du temps pour s'intéresser à autre chose. Et dès la deuxième année, en fait, je me suis, une fois passé mon concours de première année, je suis repris au jeu et je me suis dit, en parallèle, peut-être que tu pourrais essayer de faire des films. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages. Et puis voilà, petit à petit, l'oiseau fait son lit. Donc un petit court-métrage devenu des grands courts-métrages, des courts-métrages professionnels. Puis de ces courts-métrages professionnels, je suis arrivé au stade du long-métrage. Et j'ai soutenu ma thèse de médecine à quelques jours du tournage de mon premier long-métrage, qui n'est pas Hippocrate, comme souvent les gens pensent, mais qui est un film qui s'appelle Les Yeux bandés. Quelques années après, il y a eu Hippocrate, puis maintenant, 5 ans. Et pour rebondir là-dessus, concrètement, les études de médecine, même en troisième année, c'est 63 heures minimum par semaine. Enfin, on voit beaucoup d'étudiants en médecine qui ne vivent pas, qui se dédient vraiment à ça, qui ne sortent pas. Et comment vous avez trouvé le temps le temps, on en a toujours. Moi, je ne crois pas trop à ça, aux côtés d'étudiants en médecine qui n'a pas de temps pour rien d'autre. Et on a, encore. Il y en a, non, c'est parce que le temps, ils passent du temps à autre chose, mais ils s'en rendent peut-être pas compte. Ils passent du temps quand même un peu dans des loisirs, ils passent du temps à dormir, ils passent du temps à sortir le samedi soir. Voilà, moi, c'est ce genre de choses que je consacrais au cinéma. Donc non, je pense que j'avais peu de temps. Mais peu de temps, plus peu de temps, plus peu de temps, plus peu de temps, mais bout à bout, ça fait quand même du temps. Sur 8 ou 9 ans d'études de médecine, si je mettais bout à bout tout ce temps de loisirs que je consacrais à essayer de faire des films, au final, ça faisait quand même du temps. Et c'est comme ça, je crois, que j'ai réussi. Ça a été long, hein. J'ai fait des courts-métrages de façon très amateur pendant 2-3 années, puis après je suis passé au court-métrage professionnel pendant 3-4 années. Voilà, tout prenait beaucoup de temps. Mais après, peut-être
Voilà, je sais pas, je me suis organisé pour que ça soit possible en tout cas. C'était quelque chose d'important pour moi, d'extrêmement vital, quoi. Donc, mais je connais plein de copains, copines étudiants en médecine qui ont fait plein d'autres choses à côté. Il y en a qui faisaient du sport. J'avais un pote tennisman qui était à un bon niveau, qui était étudiant en médecine, très bon niveau de tennis. Il faisait 5-6 heures de tennis par semaine, voire peut-être plus. C'est possible quand même. Vous connaissez des étudiants en médecine qui font rien d'autre? Oui. Mais rien d'autre, qui dorment pas non plus? Qui dorment pas, qui... Pas beaucoup, qui disent, j'ai pas eu de vie d'étudiant. J'étais complètement dédiée à mes études. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est pour ça. Ouais. D'où la question. Vous parliez d'apprentissage tout à l'heure. Quand on vous entend là, raconter votre parcours, Hippocrate, c'était aussi c'est une thématique qui vous intéresse, l'apprentissage, parce que c'était le cas d'Hippocrate, c'est aussi le cas là du médecin de campagne. Ouais, l'apprentissage, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est une très belle thématique elle nous concerne tous. Et puis là, on est plus peut-être dans le cadre de la transmission. Donc c'est encore une autre forme d'apprentissage, le fait de transmettre, la difficulté de transmettre quand on est un médecin. Oui, c'est vrai que c'est au cœur de mes préoccupations. Comment on transmet le savoir, comment le savoir circule, comment on fait si les médecins de campagne disparaissent pour que ce savoir-là ne disparaisse pas. Il va disparaître, cette façon de pratiquer la médecine, cette médecine de proximité, cet artisanat, cette façon de s'occuper des patients, de les toucher, de leur parler, de les soulager, d'être un confident, d'être à l'écoute, d'être un assistant social, tout ça, ça va se perdre si les médecins de campagne ne peuvent plus transmettre leur savoir. Et comment s'est passé le tournage avec François Cluzet? Hyper bien. Hyper bien. On a passé la journée ensemble. On est là ensemble à l'hôtel et on se retrouve tout à l'heure là, une fois que j'aurai terminé. Hyper bien. C'est un super tournage. François est vraiment un homme généreux, bienveillant, loyal. Donc on s'est hyper bien entendu. Je sais que parfois il y a eu des tournages beaucoup plus difficiles, plus houleux en effet. D'une part, vous savez, si vous commencez à écouter les bruits et les rumeurs dans ce métier, vous pouvez pouvoir dire tout et n'importe quoi sur absolument tout et n'importe qui. D'où la question. Oui, non, voilà, je vous réponds. Et vous avez tourné donc en Normandie, c'était là où vous aviez fait vos premiers stages de médecine G Vous avez un lien avec la médecine? Parce que dire médecine G, c'est pas classique. Oui, j'ai un père et une sœur qui font ça. C'était dans le dossier de presse, vous disiez que vous aviez... Non, mais le terme médecine G, c'est ça qui me faisait... Oui, j'ai compris, oui. Oui, j'ai fait tourner en Normandie, j'ai tourné à cheval. Le film a été tourné à cheval dans le Vexin entre la Val d'Oise et l'Eure. Donc un peu en Ile-de-France, un peu en Normandie. Et c'est vrai que mes remplacements, je les ai fait en Normandie pour beaucoup d'entre eux. Remplacements en médecine générale de campagne. Normandie, mais aussi un peu en Bretagne à Saint-Quay-Portrieux, donc là moins rural, mais quand même un peu semi-rural, et puis dans d'autres coins de France où j'avais des attaches, mais essentiellement en effet en Normandie. Et vous n'avez pas du tout eu l'envie ou l'idée de faire tourner des vrais patients? Non, parce que je suis vraiment pas dans un travail documentaire. Le film n'est pas du tout un documentaire, même si par certains aspects, il peut en prendre l'allure. C'est vraiment une fiction. C'est une fiction. C'est une fiction pure, donc avec que des personnages inventés, du romanesque, des acteurs évidemment qui jouent leur propre rôle. Qui jouent pas du tout leur propre rôle, des acteurs qui jouent des personnages et que ce soit les rôles principaux jusqu'aux plus petits personnages. Non, j'ai vraiment un goût pour la fiction. La fiction, elle permet de raconter les choses différemment, même si il y a des allures documentaires, il y a un côté comme ça documentaire, on est vraiment dans la fiction. Oui, justement, le cinéma très souvent ne s'intéresse pas à décrire le mode du travail en milieu policier, je pense. Des fois, il l'idéalise à l'américaine, ou bien on part ça l'orme du côté du documentaire, justement, en rajoutant une intensité dramatique. Là, je pense plus à Laurent Cantet, par exemple. Et votre approche, finalement, elle est plutôt singulière. Je cherche à la rapprocher de quelque chose. Je pensais un peu à Bresson, de manière un peu éloignée quand même. Et donc ma question, c'est est-ce que vous avez, quand vous êtes lancé, que ce soit Hippocrate ou ce film-là, est-ce que vous aviez quelques références sur la manière de filmer justement ce monde du travail?
Ce que je sais, c'est que vous avez raison. En tout cas, ça me passionne de filmer le monde du travail. Et c'est vrai que c'est peu filmé. Alors, ça a été un peu filmé. Il y a les profs ont été un peu filmés. Par exemple, Kanté, vous avez Entre les murs, ou ressources humaines, le monde de l'entreprise, et puis la police régulièrement, L627, etc. Mais filmer la médecine, c'est quelque chose qui a été assez peu fait, la pratique médicale. Donc l'hôpital avec Hippocrate, là la médecine générale, la médecine de campagne avec médecine de famille, avec médecin de campagne. Ce que je sais, c'est que j'avais pas de référence, parce que je me suis un peu interdit les références. Mais je m'étais toujours dit, pour filmer l'hôpital, qu'est-ce qui m'intéresse? Filmer un hôpital, ça a été tellement filmé. Ça, je parle d'Hippocrate, ça a été filmé dans toutes les séries hospitalières. Moi, je sais pas comment filmer. De toute façon, c'est moche en hôpital, je sais pas filmer ça. Et je me suis dit, il faut que je filme absolument les gens qui travaillent à l'hôpital. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à me dire, c'est en fait, ce qui m'intéresse, ce sont les gens. Et c'est le travail. Dans un hôpital, les gens travaillent, ou alors ils sont patients. Et pareil, j'ai fonctionné pareil par rapport à la campagne. Je me suis dit, moi, la campagne, je sais pas très bien quoi filmer. Je n'ai pas envie que ça fasse une carte postale. J'ai pas envie que ça soit, j'ai envie de filmer une campagne finalement assez ordinaire qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel coin de France, pas spécialement glamour, pas une campagne touristique, pas celle où on passe nos vacances. Et donc, je me suis dit, il faut que je filme les gens. Et là, on en revient à l'idée de pourquoi prendre des vrais acteurs. Ce qui m'intéresse, c'est de filmer les gens. Donc, c'est l'aspect documentaire. Mais filmer les gens, j'ai envie de leur inventer des histoires, j'ai envie de leur raconter des histoires à moi. Donc là, c'est là que ça bascule du côté de la fiction. Mais ce qui m'intéresse, en effet, mais après, c'est d'essayer aussi d'être loyal. D'être loyal, d'être sincère par rapport à ce que je connais de la campagne et des gens que j'ai pu croiser. Donc, les personnages que j'invente, même si par certains côtés ils leur ressemblent et qu'ils ont aussi des différences, j'essaie de pas trahir. Et puis après, vraiment au cœur du film, j'ai une envie de faire un film optimiste, un film qui rend hommage à la médecine, mais pas uniquement à la médecine, un film qui rend hommage à la relation médecin-malade. C'est ça qui est au cœur du film. C'est cette relation. Et il y a certainement l'envie, et ça, c'est pas à moi de le dire, mais c'est comme ça que j'ai essayé d'envisager les choses, c'est de faire un film humaniste. C'est-à-dire un film qui met l'humain au cœur du projet, et un film qui essaie de montrer des hommes et des femmes positifs, qui sont des gens bien, pas des salopards, pas des dégueulasses, des gens qui ont ce qu'on appelle des gens bien, qui sont des gens de bonne volonté, qui sont parfois des altruistes, des gens méritants, et notamment pour ce qui est des médecins, mais aussi de la plupart des patients, du maire de la ville, de ce vieux monsieur, etc., etc. Donc ça, c'était un parti pris d'auteur, quoi. Ce qui est compliqué dans un documentaire. Dans un documentaire, il faut faire avec la réalité. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire de la fiction, et l'arme de la fiction, c'est de pouvoir imposer une vision différente. Et François Cluzet, c'était un choix évident pour vous, justement pour incarner la loyauté. François Cluzet, tout de suite, parce que je trouve que c'est un acteur populaire pour incarner un héros populaire, je l'ai beaucoup dit, et puis parce que déjà c'est un acteur formidable, c'est un acteur généreux, c'est un acteur qui est avant tout, en plus d'être un acteur, c'est un excellent partenaire, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de son temps, de son énergie, de son savoir, qui joue avec les autres acteurs. Et puis j'adore aussi ce qu'il y a chez François Cluzet, même si on l'a calmé beaucoup dans le personnage, c'est cette colère intérieure comme ça qui bout en lui et qui le rend aussi imprévisible. Et on a essayé de travailler contre l'image qu'il a beaucoup véhiculée dans d'autres rôles comme ça, de personnage colérique. Donc ce n'est pas un personnage colérique, le docteur Werner qui l'incarne, mais on sent quand même qu'il est habité par une révolte, par une énergie, et ça que j'adore chez François Cluzet. C'est à la fois mais c'est comme tous les grands acteurs, c'est un mélange de puissance et de vulnérabilité, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler des techniques qu'il vous a suggérées, qui sont empruntées au théâtre notamment, que ce soit de jouer le texte en supprimant toute la ponctuation, ou alors d'effectuer des lectures collectives? Vous connaissiez ces techniques, vous y étiez ouvert dès le départ? Bon, les lectures collectives, bien sûr, ça c'est une décision qu'on avait prise ensemble tout de suite. On s'était dit on va travailler en faisant des lectures, on va pas
On va pas faire des répétitions vraiment, genre on se met dans un décor et puis on répète les mouvements, tout ça, on s'en fiche. On va lire le scénario, mais plein de fois. On va faire plein de séances avec Marianne Denicourt, puis petit à petit avec d'autres comédiens qui nous rejoignaient jusqu'à ce qu'on ait tous les comédiens du film, parce que ça permet d'interroger le scénario, ça permet de lire, et à chaque fois qu'on a une question, on se la pose de façon sincère. Et ça, c'était possible avec François et Marianne, parce que ce sont des partenaires extrêmement généreux et pas du tout susceptibles. Ce sont des gens qui aussi, l'avantage de lire, c'est que ça permet à l'autre comédien, ou au metteur en scène, mais surtout à l'autre comédien, de porter un regard sur l'autre personnage. C'est dire, ah tiens, moi je comprends pas pourquoi elle va... Enfin, Marianne Denicourt pourrait dire, ah moi je comprends pas pourquoi ton personnage il fait ça à ce moment-là. Ah ouais, t'as raison, je m'en étais pas rendu compte. Et hop, on s'interroge, ah, pourquoi il fait ça? Donc moi, soit j'ai la réponse, soit je l'ai pas. Si je l'ai pas, c'est qu'il y a un problème, donc on réfléchit, pourquoi j'ai pas la réponse? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et on trouve la solution. Tout ça, c'est un travail préparatoire immense, passionnant, et qui permet après d'avoir une grande liberté quand on est sur le tournage, parce qu'on a déjà répondu à toutes les questions en fait. On n'a plus qu'à fabriquer le film. Et l'autre truc, ça c'est la ponctuation, ça part d'une boutade un peu. C'est François me dit bon, Peter Brook au théâtre, il enlève la ponctuation. Déjà Marianne Denicourt m'avait dit faut m'enlever toutes les didascalies. C'est toutes les intentions de jeu qui sont dans le scénario. Dans un scénario, il y a marqué Nathalie, une petite indication de jeu genre ému, fermez la parenthèse, et le dialogue. Donc il faut dire le dialogue de façon émue. Donc ça, on l'avait retiré parce que finalement c'est des pièges, parce que peut-être qu'il y a une autre façon de faire pour jouer l'émotion que d'être ému en fait, par exemple. Et puis François avait poussé le bouchon en disant mais il faut retirer la ponctuation. Comme ça on se réapproprie complètement tous les dialogues du film, on réinvente tout. Et donc c'est comme ça il avait dit ça un peu en pensant que c'est possible au théâtre, mais au cinéma, il y a tellement de techniciens qui travaillent à partir du scénario que c'est complexe. La semaine d'après, j'étais revenu, j'avais retiré toutes les ponctuations et c'est le scénario qui est resté. Ça a été une galère. Ça a été hyper rigolo. Ça a été hyper essentiel. On a réussi je pense, à obtenir des choses formidables avec ça. Mais je pense que les comédiens, ils se sont un peu torturés parce que, notamment les comédiens un peu moins expérimentés ou qui avaient moins eu le temps de travailler sur le scénario, ils se sont retrouvés avec un enchaînement de mots il fallait retrouver le sens, quoi. Il fallait retrouver le rythme de la phrase. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde a un rythme différent. Et c'était plus le rythme, la ponctuation ne créait plus le rythme, c'était à l'acteur de se fabriquer son propre rythme. Et ça, c'était assez passionnant. Voilà. Et j'en ferai pareil la prochaine fois. Non, c'est vrai. Vous avez coécrit le scénario avec Baya Kasmi, là, c'est ça? Vous travaillez souvent avec... On avait déjà participé à l'écriture d'Hippocrate. Hippocrate, c'est une écriture que j'ai, mais comme là d'ailleurs, ce sont des scénarios que j'ai menés du début à la fin. Sur Hippocrate, il y a 3 co-auteurs qui sont venus m'aider à des étapes différentes de l'écriture. On est 4 auteurs. Là, on n'est que 2 avec Baya. C'est pareil, j'ai mené l'écriture du début à la fin et Baya, à des étapes un peu cruciales de l'écriture, est venu me filer un coup de main. Comment vous travaillez avec elle? Parce que c'est assez impressionnant comme elle est capable de passer d'un univers, celui de Michel Leclerc en l'occurrence, à un autre. Vos 2 univers se rejoignent. Ouais, c'est comme tous les scénaristes. Moi, j'ai écrit un film pour Michel Leclerc, par exemple, qui est donc très différent de ce que je fais. J'ai écrit un film pour Édouard Deluc, Maria Mendoza, qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Je pense qu'on est capable de passer, quand on est scénariste, c'est ça qui est passionnant, c'est de rentrer dans l'univers d'un réalisateur. Nous, on se met au service quand on est scénariste, c'est d'ailleurs très reposant. Je pense que Baya se repose beaucoup plus quand elle écrit pour les autres que quand elle a écrit son film pour elle, qui était une pression beaucoup plus grande, où elle s'est confrontée à toute la problématique, en effet, d'assumer son propre univers, sa propre écriture. Ce qui est super quand tu écris pour les autres, c'est que tu proposes. Après, il prend ou il prend pas le réalisateur. Il n'y a pas d'ego à mettre. S'il en veut pas, il en veut pas. Alors que quand tu écris pour soi, c'est autre chose. Tu t'essayes c'est à toi de faire tous les choix. Et donc avec Baya, je pense qu'elle peut aussi parce que je lui propose à Baya, je lui propose des étapes de travail bien spécifiques. Elle sait pourquoi je l'appelle et à quel moment de l'écriture. Je sais pas tout le temps. On n'écrit pas le scénario à 4 mains. J'écris le scénario, puis par moment je me dis j'aurais besoin d'elle, j'aurais besoin de son regard, j'aurais besoin de ses idées. Peut-être qu'elle a une solution. Elle vient, on réfléchit, on se fait quelques séances de travail ensemble. Elle trouve des solutions. Éventuellement, je lui demande d'écrire une séquence que j'arrive pas à écrire. Elle l'écrit, elle me propose quelque chose, je rebondis, je reprends. On fait quelques allers-retours. Voilà, on se connaît très bien, on est très proches, donc ça facilite le travail.
Les deux personnages principaux ont chacun leur part de mystère. Alors justement, quel était l'enjeu scénaristique que vous vouliez instiller par là? Vous vouliez dissiper le spectateur, vous vouliez au contraire resserrer encore plus l'intrigue sur ces deux personnages? Vous avez raison. Non, il y a pas l'envie de resserrer l'intrigue sur les deux personnages. Il y a l'envie, comme je disais tout à l'heure, à la fois d'être dans une forme de réalité, de réalisme social, le monde du travail, cet ancrage comme ça, quasi documentaire dans une vie quotidienne, dans des problématiques que nous partageons tous avec des gens qui potentiellement nous ressemblent ou ressemblent à des proches à nous. Ça, c'est la dimension, on va dire, sociale du film, un peu engagée. Et l'envie de romanesque, parce que moi, mon but quand je fais un film, c'est quand même de faire un cinéma de divertissement, c'est de divertir, donc soit d'émouvoir, soit de faire découvrir un univers qu'on connaît pas, soit de faire sourire, soit de faire rire, etc. C'est ça le divertissement, donc je m'attache aux deux à la fois. Et dans le divertissement, il y a le romanesque, et le romanesque, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme quand même qui vont se rencontrer. Alors je vais pas leur faire vivre vraiment d'histoire d'amour, parce que c'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est l'histoire d'amour pour la médecine qu'ils vont partager. Mais il y a l'envie quand même de montrer un homme qui a sacrifié sa vie sentimentale et une femme qui a sacrifié sa vie sentimentale. Donc ces deux êtres solitaires, ces deux cœurs solitaires, donc qui se rencontrent. Mais ils sont arrivés à des moments de leur vie où la problématique sentimentale n'est plus au cœur de leur vie. À tort peut-être. Leur problématique, c'est l'un qui est malade, c'est comment il va faire pour ses patients, qui pour s'occuper de ses patients, et cette femme qui arrive, il la regarde pas comme une femme, il la regarde comme un potentiel médecin qui va s'occuper de ses patients à lui. Est-ce que je vais pouvoir lui faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à ce médecin? C'est ça sa problématique. Sa problématique, c'est pas est-ce que elle va tomber amoureuse de moi ou est-ce que je vais tomber amoureux d'elle. C'est est-ce qu'elle est bonne médecin, est-ce que c'est un bon médecin. Et elle, sa problématique, c'est est-ce que je suis capable de prendre la relève, est-ce que je suis capable de devenir médecin de campagne. Et donc on se retrouve avec un point de départ de comédie romantique en quelque sorte, c'est-à-dire deux personnages qui sont assez éloignés, qui sont deux cœurs à prendre, mais finalement leur problématique n'est pas d'ordre sentimental. C'est à la fois la difficulté, un peu la complexité du scénario, et pour moi, ce qui en fait son intérêt. C'est évidemment très volontaire, c'est-à-dire que c'est pas une romance. Je détourne le problème. D'ailleurs, c'est le personnage de Marianne Helicourt. Ce que j'aime chez ce personnage particulièrement, c'est que c'est un des rares personnages du cinéma français, du cinéma, il n'y en a pas tant que ça, féminin, dont les problématiques et le moteur n'est pas d'ordre sentimental. En général, les femmes au cinéma, c'est soit des amoureuses, soit des femmes quittées, soit qui vivent un chagrin d'amour, soit qui ont une problématique avec un enfant. Donc c'est d'ordre sentimental. Tomb Raider aussi. Tomb Raider. Après, il y a le cinéma d'action, le cinéma de genre, on va dire dans la comédie de mœurs, dans la comédie dramatique, dans le cinéma réaliste. C'est vrai que c'est rare, et donc ça c'était super, quoi. Et Marianne Helicourt a été ravie d'un rôle comme ça où la problématique elle n'est pas sentimentale. Et alors c'est sûr si. Tout à l'heure vous disiez que. Ah, monsieur Mercier. Bonjour. Donc obligatoirement, un personnage féminin dont l'enjeu principal n'est pas d'ordre sentimental, c'était Marianne Helicourt a été ravie, je crois que François disait aussi, il y avait un truc qui était excitant, et comment quand même ils vont se rencontrer, comment l'admiration l'un pour l'autre, l'estime du moins qui va naître l'un pour l'autre, la confiance, cette passion commune pour le même métier, peut-être que c'est les prémices d'une histoire d'amour. Parce que moi, je pense que c'est ça, de toute façon, la relation amoureuse. La guérison aussi, non? Est-ce qu'on peut pas l'interpréter un peu comme une sorte de guéri aussi, parce qu'elle lui donne peut-être un espoir d'avenir? Est-ce que c'est l'amour qui le guérit? Est-ce que c'est le fait juste d'être deux? Moi, je crois que c'est juste le fait d'être deux. C'est un film très optimiste qui radie quand même que quand on est tout seul, c'est quand même moins bien que quand on est deux ou quand on est plusieurs. C'est pour ça qu'il guérit. C'est pour ça qu'il y a cette guérison miraculeuse. Cette guérison miraculeuse, c'est cette guérison aussi qui permet, cette rémission du moins, qui permet d'espérer à l'histoire d'amour après, parce que s'il meurt, il n'y a plus d'histoire d'amour possible. Le fait qu'il soit encore en vie donne l'espoir d'une histoire d'amour possible. Laisse cette chance au spectateur. Et puis, le film, il raconte aussi que la médecine, ça soigne.
C'est pareil. Moi, j'ai pas fait un film pour rendre hommage aux médecins, à la difficulté de ce métier, pour à la fin dire, mais en fait, de toute façon, tout ça, ça sert pas à grand chose, parce que de toute façon, on crève et qu'on tombe malade, et quand on tombe malade, on peut rien faire pour nous. Non, je pense sincèrement que la médecine apporte du bien-être, peut faire du bien, peut guérir, peut soigner, et que ce qui soigne avant tout, au-delà des traitements, des médicaments, et c'est ce qu'il dit au début du film à une personne, et il dit, ce qui va vous guérir, vous le savez, c'est pas le médicament, c'est vous. Et ce qui va vous guérir, c'est vous, mais c'est aussi les autres, c'est-à-dire les gens autour de vous, les gens qui vous aiment, du moins, qui vous aiment au sens large, c'est-à-dire qui vous portent de l'attention, qui s'occupent de vous, qui vous s'intéressent à vous. Werner, c'est un mec, on a beaucoup travaillé à ça avec Cluzet, c'est un type qui s'est complètement fermé aux autres. C'est un type ultra altruiste, qui donne sa vie aux autres, mais qui s'est totalement oublié. Et l'arrivée de cette femme fait que d'un seul coup, il va commencer un tout petit peu, il y a quelqu'un qui va commencer à le regarder, et donc, obligatoirement, il va un tout petit peu commencer à se regarder lui aussi. Et donc, c'est le début de la possibilité d'une prise en charge et de se soigner. Mais aussi, est-ce que, à travers le personnage de Werner, il n'y a pas aussi cette dimension un peu, peut-être ironique, moi, c'est la scène avec Félix Moati où, je vais vous le dire, je me suis beaucoup reconnu à travers les quelques répliques qu'il disait, parce que c'est un peu mon cas, voilà, comme je vous l'ai dit, et de dire, voilà, quand si mon père meurt, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension un peu ironique du médecin qui se croit, irremplaçable, et alors que, au final, qu'il est remplaçable, puisque Nathalie arrive. Ça joue sur deux choses, c'est-à-dire que vous avez entièrement raison. C'est le médecin, il est irremplaçable parce qu'il n'y a pas de remplaçant, c'est la problématique des déserts médicaux. Et il est irremplaçable parce qu'en fait, il se croit irremplaçable. C'est-à-dire que même quand quelqu'un débarque pour l'aider, ou même dans une situation sociale où on sait qu'il y a très peu de médecins qui s'installent à la campagne, même quand il y en a un qui arrive, il n'arrive pas à l'accepter parce qu'il se croit irremplaçable. Mais la vraie question, la problématique, c'est pourquoi il se croit irremplaçable? Pourquoi le médecin se croit irremplaçable? Moi, ma théorie, c'est pas juste parce que le rôle de médecin donne un pouvoir comme ça, qu'il faut qu'après on est attaché à ce pouvoir. Non, moi je crois pas à ça. Ce qui m'intéresse, ce que j'essaie aussi de raconter un peu dans le film, en filigrane, mais on n'en parle pas toujours, mais comme vous levez la question, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce qui m'intéresse, c'est que le soin, c'est un échange. C'est le médecin donne quelque chose évidemment au patient, parce que le patient c'est lui qui a pris rendez-vous pour avoir un traitement, pour avoir un diagnostic, pour parler de lui, pour parler d'une douleur, etc. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le médecin reçoit énormément du patient. Ce qu'il reçoit, c'est de l'amour, de la reconnaissance, de la considération, du respect, etc. Et que ça, cette complicité de l'acte de soin entre le malade et le médecin, et bien le médecin il en devient dépendant. Et ça en fait sa vie. C'est ce qui le nourrit dans sa vie, c'est ce qui le rend heureux, c'est ce qui fait de lui un homme ou une femme fort de ça. Et de ça c'est une addiction. Et c'est de ça dont les médecins, arrivés à un certain âge, ont tant de mal à se passer. C'est pour ça qu'on sait que souvent un médecin qui s'arrête de travailler à cause de l'âge de la retraite, etc., parfois la reconversion est très 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 difficile. Ce qu'on appelle la vocation aussi. Vous comprenez ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr, c'est lié à la vocation aussi. Mais est-ce que c'est pas différent justement quand c'est dans le cadre de l'hôpital? Parce que de nos jours on dit qu'il n'y a plus de la relation humaine est entravée par tous les processus. Non, c'est vrai que c'est deux choses. C'est-à-dire qu'il y a cette médecine que j'essaie de décrire, qui je pense est une médecine en effet qui est en train de disparaître, mais qui pourtant existe toujours, et que les jeunes médecins ont envie de pratiquer, contrairement à ce qu'on croit, cette médecine humaine comme ça, de proximité. Il y a la médecine hospitalière de l'autre côté qui est plus déshumanisée, on ne va pas se mentir. Mais ce n'empêche pas qu'il y a des grands médecins, mais qui sont des grands scientifiques, qui ont un grand savoir, qui sont capables de soigner quelqu'un comme Werner dans le film. Ou certainement la place des examens complémentaires, des radiologies, des scanners, des IRM, des scintigraphies, de la biologie, est de plus en plus grandissante, et donc éloigne le médecin du patient. Et que certainement, ce que je viens de raconter sur le lien comme ça, il est moins fort à l'hôpital, voire il est quasi inexistant, et que c'est dramatique. Mais ça permet quand même d'avoir de médecine complémentaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les médecins de famille disparaissent. Parce qu'ils sont complémentaires. C'est une autre médecine, c'est quasiment pas le même métier. Il y a un savoir commun, mais les qualités humaines ne sont pas les mêmes. Mais ça n'empêche pas que les deux doivent coexister, et les deux sont importants. Les deux sont importants. Après Hippocrate, vous êtes forcément très attendu. Et vous avez fait le choix de livrer un nouveau film, très rapidement. Ouais. Hors les murs, cette fois-ci, toujours sur l'univers de la médecine.
Est-ce que vous avez hésité sur le sujet qui devait être votre film d'après? Non, je suis un gros punk rebelle. J'ai pas hésité parce que je l'avais écrit, j'avais commencé à l'écrire en allemand. Comment Une question. Non, parce que j'ai commencé à écrire le scénario, peu de gens le savent, avant le tournage d'Hippocrate. Donc je savais que je voulais faire ce film-là. Hippocrate, c'est un film ludique, mais très pessimiste, très dur sur le monde médical, très dur sur la médecine, très dur sur les médecins, malgré le côté ludique du film. Là, j'ai voulu faire un film qui est un peu moins ludique, même si moi je le trouve assez rigolo par certains aspects, avec des sujets comme ça qui peuvent paraître plus vagues, mais en fait qui est un film beaucoup plus optimiste. Et je savais que c'était comme une sorte de diptyque. Les deux se complétaient. Les deux films étaient complémentaires et ils sont profondément différents. Mais ça qui est intéressant aussi, c'est par rapport à la presse, par exemple, ils sont arrivés voir le film, souvent ils sont venus voir le film, pas que la presse, les gens du métier, les exploitants, pas tous les gens qui participent à la faisabilité d'un film, à sa visibilité. On s'est rendu compte que ils allaient voir le film avec une appréhension, soit parce qu'ils avaient beaucoup aimé Hippocrate et qui se disaient donc on risque d'être déçus, soit parce qu'ils sont plus cyniques et qu'ils avaient envie de voir Hippocrate a marché, on va... Et en fait, ils ont été surpris, qu'ils aimaient ou pas, j'en sais rien, mais ils ont été surpris de se rendre compte que malgré le sujet commun, les deux films étaient profondément différents. Il y a des passerelles, il y a des points communs, évidemment, c'est moi qui ai réalisé les deux, c'est moi qui ai écrit les deux, donc ils se ressemblent les films. Mais dans le ton, dans ce que ça raconte, dans leur chair, quoi, dans leur ADN, les deux films sont profondément différents. Je le pense sincèrement. Et ça, les gens étaient surpris. Et ça m'a amené, en fait, des retours très bienveillants, alors que j'aurais pu être attendu un peu au tournant, comme vous le dites, parce qu'en effet, de toute manière, après un succès comme Hippocrate, on est toujours attendu au tournant, ça on le sait. Et puis, en plus, comme j'utilisais les mêmes thèmes, j'attendais les gens qui allaient dire « Ah, il a refait la même chose en moins bien », ou je sais pas quoi. Tout à l'heure, vous disiez que vous... C'était la dernière question, ça. Ouais, Alors, vraiment, dans la dernière... D'accord. Est-ce que vous aviez quand même le Malédictac, la coupe de Deville en tête? Alors, la Malédictac, j'avais surtout le livre de Vinclair en tête. Je me souviens plus trop bien du film, mais c'est vrai qu'on en parle souvent. Mais j'avais vu à l'époque avec Dupontel. Je ne l'ai pas revu. Bah ouais, c'est difficile de le revoir. Je me suis dit, si je le revois, après, je vais être un peu coincé. Je ne l'ai pas revu. J'ai le souvenir, mais c'est un souvenir très vague d'un film finalement assez mystérieux, un peu étrange comme ça, pas fantastique du tout. Mais je me souviens d'un truc de Dupontel dans un rapport étrange par rapport aux habitants. J'avais pas tout compris du film, je crois, à l'époque, quand je l'avais vu, mais j'étais jeune, quand même, à l'époque, je ne faisais pas vraiment de cinéma, je faisais des petits courts-métrages. Et il faudrait retrouver la date de la sortie du film, je me souviens pas. 2001 à peu près. 99. 97. Ouais, je commençais tout juste, je suis né en 76, donc j'avais 24 ans. N'importe quoi, je suis né en 76, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans, et donc voilà, c'était... ouais, je pense un peu passé à côté du film. J'ai pas revu. Mais évidemment, on parle souvent parce que c'est le grand exemple de film sur la médecine générale, notamment de campagne. Comment vous avez pensé chacun de vos patients? Vous avez puisé dans votre référence? C'est la dernière. Hein. Là, je crois que vous avez plus carrément là. La dernière. Alors, allez-y, la dernière, il faut que je fasse les photos et puis après, il y a la projection. Comment vous avez pensé chacun des patients? Est-ce que vous avez puisé dans votre vécu ou est-ce que vous Alors, avez scénarisé ou un mélange? Bien sûr, il y a des anecdotes, il y a une part d'anecdotes que j'ai. Et à chaque fois, elles sont. Il faut les anecdotes en soi, ça n'intéresse pas grand monde, hein, donc il faut être capable de. J'ai tenté, en tout cas, de les amener, de les romancer à l'intérieur d'une fiction. Mais ça, c'est des anecdotes que j'ai vécues, mais que tous les médecins ont vécues. Évidemment, l'attaque par les chiens, par les jarres, ça m'est arrivé aussi. Le monsieur qui se déshabille avec ses 10 couches de vêtements. Le vieux monsieur, on l'hospitalise pas, il veut venir chez lui, comment on fait? Ça, c'est la problématique de la fin de vie, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. 80% des gens en France meurent à l'hôpital. Et ça, alors c'est que 80% des gens veulent à Hippocrate, parce que c'était un peu la même histoire qui joue d'ailleurs dans le film, la patiente. Ouais, tout à fait, Madame Richard, Jeanne Sellard qui rejoue dans ce film-là, et que peu de gens reconnaissent, donc l'observateur, peut-être lu quelque part, mais en tout cas... ce monsieur Sorlin qui est joué par Guy Fauché, ouais, c'est un homme qui veut pas mourir, qui veut mourir chez lui, et pourtant ces gens-là, eh ben, on ne sait pas en France, on n'a pas les moyens, c'est une catastrophe, on ne sait pas comment faire pour les maintenir à domicile. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. Merci à Merci vous. à vous.